Bonjour à tous et merci mesdames et messieurs d'être en notre compagnie pour ce nouveau numéro de Droit de réponse sur Equinox Télévision. Droit de réponse, c'est votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets d'actualité parus dans la presse en semaine. Le chef de l'État, Paul Biya, devrait regagner le Cameroun dans les prochaines heures. C'est en tout cas ce que semblent savoir certains journaux qui l'ont indiqué cette semaine. Les mêmes tabloïds affirment à raison certainement que le chef de l'État trouvera sur sa table plusieurs dossiers brûlants et sensible, et c'est peut-être dans le souci de se faciliter la tâche une fois dans son pays que le chef de l'État, Paul Biya, a entrepris d'amorcer la résolution de certains de ces dossiers depuis son court séjour privé à l'étranger. On a donc vu cette fin de semaine la mise sur pied d'une nouvelle mission des membres du gouvernement, entre autres, pour entamer un dialogue avec les populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, deux régions engluées dans une crise qui dure depuis un an déjà. Avant cette mission, le président instruisait une réunion à Buea pour faire le point de la situation sécuritaire dans ces deux régions anglophones. Réunion présidée jeudi dernier par le ministre en charge de la Défense, le ministre de la présidente de la République en charge de la Défense. Le ministre Joseph Boetia Assoma avait donc déclaré au cours de cette rencontre que l'on ne devait pas jeter l'anathème sur les forces de sécurité et de défense qui faisaient bien leur travail. Ces deux points vont donc retenir notre attention au cours de cette édition de Droit de réponse, mais aussi l'actualité hors de nos frontières, avec ce rebondissement dont la course à la présidentielle au Kenya, avec l'annonce de l'opposant Raila Odinga qui a décidé de se retirer de l'élection présidentielle cette semaine, fera également un petit clin d'œil dans la situation politique, non politique en Côte d'Ivoire avec cet étau qui se réfère derrière Soro. Voilà donc, mesdames et messieurs, pour les sujets de droit de réponse ce dimanche. Mais vous le savez, avant, on fait un tour de revue de presse avec Flavien Ndongo pour voir et comprendre comment est-ce que la presse a traité des sujets retenus. Bon dimanche, Flavien. Bonjour et bon dimanche. Bienvenue à tous les panélistes. Merci, et on commence donc par ces deux sujets sur la crise anglophone. Le président de la République est annoncé dans les prochains jours au Cameroun et bien sûr le clin d'œil au Kenya, mais également en Côte d'Ivoire. Oui, la presse est restée constante, comme vous le savez, toujours à informer les lecteurs au cours de cette semaine qui s'achève sur les différents sujets, parlant notamment de la crise anglophone, parlant également de la réunion sécuritaire tenue donc dans le sud-ouest. La nouvelle expression fait savoir que Joseph Boetia Assoma s'est rendu dans cette localité pour s'imprégner dans des réalités que vivent les soldats sur le terrain de la crise. Selon le quotidien d'ailleurs donc des gouverneurs des régions anglophones, représentés ici comme des seuls civils de la rencontre, les personnes donc face au ministre de la Défense n'étaient que des hauts gradés de l'armée camerounaise, des deux parties du pays donc touchés par la crise anglophone. Joseph Boetia Assoma a donc tenu à donc apprécier le travail abattu par les soldats, tout en rappelant que c'est une armée camerounaise républicaine qui a fait son travail, celui donc de sécuriser les populations et même des biens, malgré notamment les provocations des sans-foi ni loi. Selon bien entendu le journal, le ministre de la Défense a prescrit également respect des consignes de la hiérarchie aux forces de l'ordre sur le terrain de la crise. Pour Cameroun Tribune, le gouvernement annonce plutôt le quotidien gouvernemental fait savoir plutôt qu'il faut dénoncer simplement ce qui a été fait. Donc précise le ministre de la Communication qui est allé, habitué donc des micros et caméras, a plutôt apporté un démenti sur les chiffres et révélations troublantes évoquées par les ONG et associations en rapport avec le nombre de morts enregistré le 1er octobre dernier, raison pour laquelle le patron de la communication a effectué le tour des médias pour inviter les historiens du présent à ne pas céder donc à l'exagération de certaines ONG. Cameroun Tribune souligne que, et selon bien sûr Issa Tchouma Bakary, qu'il faut respecter la déontologie sur cette préoccupation. Le journal de Mutation n'accorde pas de temps, en tout cas, à tout ce que le ministre a pu dire, mais est resté simplement à faire donc le point sur ce qui s'est déroulé dans les régions anglophones et avec notamment les déplacés aujourd'hui que l'on observe beaucoup plus en grande partie dans les grandes villes du pays, à Douala et à Yaoundé. Le journal pour le quotidien Mutation, les villes de Douala et Yaoundé sont aujourd'hui les villes qui accueillent donc ces recalés, tout au moins ces déplacés là, avec notamment des violences qui sont donc observées dans les régions anglophones. Donc on apprend tout cela dans la presse. Les déplacés se retrouvent donc dans ces villes et c'est donc un travail
travail fait sur les traces des déplacés que Mutation a présenté notamment dans l'une de ses livraisons de cette semaine encore. Le travail fait, c'est-à-dire les personnes qui ne savent plus où habiter à cause notamment de ces violences qui sont observées dans les régions anglophones. Albertine, puisqu'il faut un dialogue pour espérer donc des solutions de sortie dans une crise, d'ailleurs Cameroun Tribune, qui parle notamment d'apaisement, évoque la forme du dialogue en attendant de trouver donc les acteurs qui vont jouer ce rôle-là. Le quotidien gouvernemental précise que nous sommes tous des acteurs pour notamment le processus d'apaisement attendu dans la crise anglophone. Selon le journal, chacun de nous doit cultiver même le dialogue avec un accent sur le vivre ensemble là où il se trouve. Sur cet aspect, donc, le journal L'Équation nous apprend que les populations de la Sanaga maritime, notamment à Edea, constituées donc des anglophones et francophones, appellent à l'apaisement et surtout au vivre ensemble. Le messager, pour sa part, souligne qu'il y a eu messe donc organisée par l'Église catholique en la mémoire des victimes des manifestations survenues donc dans les régions anglophones. Les responsables religieux qui ont d'ailleurs mené l'activité ont invité les fidèles à prier avec foi pour un retour à la paix dans les régions secouées donc par les manifestations. Dans une publication également de Cameroun Tribune, le gouvernement annonce qu'il veille au grain. La sécurité est donc plus que jamais démise dans les régions anglophones, en particulier et bien sûr dans le reste du pays en général. C'est donc à la suite de la rencontre entre le ministre de la Défense et bien entendu les hauts gradés de l'armée camerounaise. J'imagine également que vous avez évoqué d'ailleurs cela. Vous allez parler aussi du processus électoral qui se poursuit donc au Kenya avec également un mot en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro qui est au devant de la scène en ce moment. Merci Flavien Ndongo pour cette revue de presse et bon dimanche encore. Meilleur à vous. Nous allons découvrir le panel qui nous accompagne pour cette édition de Droit de réponse. Nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir ce dimanche Maître Charles Tchungan. Bon dimanche, merci d'être sur notre plateau. Bon dimanche à vous et je vous remercie de m'avoir convié à ce plateau. Bon dimanche à vos téléspectateurs. Avocat au barreau du Cameroun, ancien bâtonnier de l'ordre entre 2006 et 2009. Vous êtes également, entre autres, vous avez commis un ouvrage, je dois le dire, certains, dont l'impossible justice au Cameroun, le plus connu en fait de moi. Il y a certainement d'autres ouvrages à votre actif. Certainement. Je vous remercie de l'évoquer. Faustin Kikam, bonjour et bon dimanche. Bonjour Albertine et bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision Equinox. C'est l'immense plaisir d'être toujours sur ce plateau et de partager avec vous l'actualité et d'en discuter, de donner nos points de vue. Merci en tout cas d'être venu. Vous êtes journaliste, directeur de publication de l'hebdomadaire Tribune d'Afrique. Tout à fait. Merci également à vous, docteur Bernard Bonga, d'être sur notre plateau. Bon dimanche. Bonjour Albertine, merci de m'avoir invité. Je salue les copanélistes ainsi que vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Merci à vous. Vous êtes juriste, politologue, également diplômé de l'INAM. Merci à vous d'être sur notre plateau. Notre consultant, bonjour, bon dimanche Ekman. Bonjour Albertine, je salue tous les copanélistes, en particulier l'ancien bâtonnier Charles Tchungan qui est parmi nous ici. Je salue tous les téléspectateurs et en particulier Christian Cardinal Toumi qui a 87 ans ce dimanche 15 octobre. Que Dieu lui prête longue vie et surtout qu'il continue à donner à la nation ses sages conseils, surtout en ce moment très sensible et délicat où la crise sociopolitique et notamment la crise anglophone nous tient par le cou. J'en profite pour saluer tous ceux qui sont nés le 15 octobre. Je pense à Georges Mitterrand qui est dans ce studio, le réalisateur de l'émission 237 Le Débat. Merci à vous et joyeux anniversaire à toutes ces personnes que vous avez citées. Vous êtes donc notre consultant pour Droit de réponse. Vous êtes également journaliste en service au quotidien dans la Nouvelle Expression, chef politique et politique internationale. Tout à fait. Nous allons donc commencer directement avec ce débat, mais je vous propose de revenir sur une autre actualité de la semaine en quelques mots. Cela va bientôt faire un an, donc un train déraillait donc à Ezeka dans le Nyon Ekele. L'accident ferroviaire avait fait officiellement 79 morts et près de 600 blessés. On a eu les nouvelles de cette affaire cette semaine avec cette autre audience qui était prévue donc à Ezeka, audience à laquelle n'ont pas pris part certains prévenus, dont le directeur général, l'ancien, en fonction donc le directeur général de Camrail, en fonction donc au moment des faits, et également le directeur général actuel. Mais
globalement, un mot Faustin Djikam sur cette affaire. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une affaire qui rentre petit à petit dans les oubliettes d'aujourd'hui? Comme beaucoup d'autres affaires au Cameroun, vous savez très bien que le Cameroun, depuis un certain nombre d'années, est devenu un cimetière des dossiers d'enquête et même des commissions qu'on crée pour de tels événements. Non, et pour être sérieux, il faut dire que l'affaire de la Camraille, relativement à l'accident ferroviaire qui a eu lieu le 21 octobre 2016, à inscrire dans les annales de l'histoire du Cameroun comme un événement majeur qui devrait nous permettre d'avoir une introspection personnelle sur la façon dont nous devons gérer la cité. Vous voyez? Maintenant, il y a eu un accident, les gens sont morts, d'autres sont introuvables jusqu'à présent. Je pense à l'instant à Maître Dissaké, un notaire que tout le monde connaît ici à Douala. Il y a eu beaucoup de blessés. Le gouvernement de la République, à travers le président de la République, a octroyé, je crois, 1 milliard, c'est 1 milliard de francs, je crois, pour les victimes. Voilà, comme soutien aux victimes de cet accident. Il y a eu des commissions d'enquête. Et puis maintenant, nous sommes devant les tribunaux. Mais ce qui se passe devant les tribunaux, c'est que il y a certaines personnalités qui sont impliquées au premier plan dans cette affaire, qui ne viennent pas devant les tribunaux. Ce qui est assez grave. Si nous ne pouvons pas respecter les juridictions de notre pays, et surtout devant des événements pareils, où votre parole est attendue et entendue, eh bien, il y a un problème. Moi, j'ai eu à entendre que les autorités de la Camraille avaient payé près de 100 millions de francs pour pouvoir comparaître libre. Soit, mais seulement, la loi, c'est la loi. Lorsqu'on est devant les tribunaux pour des faits aussi majeurs, votre présence doit être impérative. Moi, peut-être, je peux me tromper, je ne suis pas juriste, mais sauf que dans cette affaire, on a l'impression que, en l'amenant à Ezeka, où a eu lieu l'événement, on a l'impression qu'on veut faire oublier aux Camerounais ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. On apprend juste que oui, il y a des audiences qui s'ouvrent, qui se referment, et ainsi de suite, il y a des gens qui ne viennent pas. Non, soyons sérieux. Des gens sont morts, des familles restent très choquées jusqu'à présent dans ce pays. Des familles attendent que quelque chose soit fait de la part des pouvoirs publics, et donc la justice est l'un des maillons essentiels. Donc il faudrait que quelque chose soit fait au plus tôt pour que la lumière, et toute la lumière, soit faite sur cette affaire. J'ai vu certains confrères cette semaine faire une fixation sur la personne du ministre des Transports. Je crois qu'il faut être sérieux. Toutes les enquêtes qui ont été initiées jusqu'ici, que ce soit par le gouvernement de la République, que ce soit par même la société Camraille elle-même, et que ce soit par des privés, comme on peut dire, par des personnalités qui sont spécialistes des problèmes ferroviaires, eh bien, toutes ces enquêtes ont dégagé la responsabilité du ministre des Transports dans cette affaire. Mais nous ne comprenons pas pourquoi, à chaque fois, il y a des gens qui reviennent dessus pour dire pourquoi il ne va pas au tribunal, pourquoi il n'est pas en prison, pourquoi il n'est pas encore en prison, et ainsi de suite. Je crois que nous, autres journalistes, avons une mission. Notre première mission est d'informer, mais en informant, il faut aussi éduquer. Maître Charles Tchongan, sur cette affaire Camraille, accident du 21 octobre 2016, un an après, vous avez le sentiment que ça avance à petits pas. On avait annoncé des audits, on avait annoncé beaucoup de choses, des enquêtes. Aujourd'hui, quelle est votre lecture de la situation un an après, presque un an après? Écoutez, je voulais d'abord dire que je ne me prononcerai pas sur les affaires judiciaires en cours, ce n'est pas dans mes habitudes, mais sur l'événement en soi. Alors on observe, comme vient de le dire mon ami Djikam, que nous sommes en pleine opacité. Manque de transparence. On ne sait pas jusqu'aujourd'hui ce qui s'est réellement passé à Ezeka. La chaîne de commandement, on ne nous l'a pas établie. Parce que la commission d'enquête qui a certainement fait un travail remarquable, puisque les bribes sont sorties, ce rapport est scellé. On ne l'a pas publié. Je pense que le gouvernement doit aux Camerounais au moins la publication du dit rapport pour que nous sachions qu'est-ce qui s'est passé. On a évoqué le cas de Maître Dissaké tout à l'heure. C'est quand même incroyable. Les renseignements reçus ici et là indiquent
qu'elle est sortie indemne de cet accident. Sa voisine qui était avec son enfant, évidemment Vago également, est sortie indemne. Elle, on sait, elle est violée, elle est là. Mais elle disait qu'elle a disparu. Pourquoi? Je pense qu'à travers cet accident, on a voulu profiter pour régler des comptes qui n'ont rien à voir avec cet accident. Donc, par conséquent, cette opacité qui entoure tout finalement dans ce pays. Voyez-vous, depuis une trentaine d'années, il y a des affaires compliquées dans ce pays, non élucidées. Monseigneur Plumet, Lester, Monseigneur Mbala, pour revenir plus près de nous. C'est l'opacité totale, on ne sait pas. Voyez-vous, on a comme l'impression que nous vivons dans un pays sans savoir ce qui va nous arriver demain parce qu'il n'y a pas de boussole. Donc pour moi, cet anniversaire malheureux de l'accident des ECA est l'aboutissement d'un processus que finalement tout le monde a fini par accepter comme étant la norme, n'est-ce pas, de gouvernance dans ce pays. Tout est dans l'opacité. Et ça, c'est extrêmement grave dans un état de droit et dans une démocratie où l'information, en définitive, n'est qu'instrument de manipulation. Je crois qu'on va y revenir tout à l'heure. Foster a dit tout à l'heure que la fonction du journaliste, c'est d'abord d'éclairer l'opinion, ce n'est pas de créer la confusion dans les esprits. Je pense que voilà un cas symbolique où la presse aurait pu, n'est-ce pas, se coaliser pour exiger la vérité. Mais on a comme le sentiment qu'à chaque journal correspond sa façon d'observer l'événement, alors que sur cette affaire, il y a toujours des polémiques sur les morts. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord pour admettre qu'il y a eu au moins plus d'une centaine de morts. 79 quand même. Mais c'est affreux. Officiellement 79. Bon, mais c'est affreux, n'est-ce pas, de jouer avec la vie des gens, de considérer que la vie d'un Camerounais n'a aucune importance selon la manière dont, n'est-ce pas, il a trouvé la mort. C'est extrêmement grave. Donc il y a un problème de sécurité publique qui se pose, il y a un problème de protection des vies humaines, mais il y a un autre problème, c'est la responsabilité du transporteur. Voyez-vous, en matière de transport, la responsabilité du transporteur, c'est quoi? À partir du moment où vous avez payé votre billet, le transporteur a ce qu'on appelle en droit une obligation de résultat. Il s'engage à vous transporter, c'est et sauf d'un point A à un point B. Et lorsque cette obligation n'est pas satisfaite, la responsabilité est totale. L'opacité encore sur la manière dont le milliard a été ventilé. On ne sait pas qui paye, à quel niveau c'est payé. Alors on me dit qu'il y a eu des ententes entre le transporteur et les familles, on me parle de 2 millions par-ci, 3 millions par-là. Mais la question que le Camerounais, le contribuable camerounais dont je suis, est de savoir, cet argent, ce milliard, qui l'a distribué? Sont ces milliards qui ont été donnés aux familles? Est-ce que Cambraille a payé ces milliards ou on a donné le milliard à Cambraille pour qu'il le redistribue? Tout ceci fait que on ne sait pas. Là, je crois qu'il y a une responsabilité historique parce que combien il y a eu des morts? Les gens doivent se souvenir que le temps finit par tout régler parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour mentir, mais il y aura un temps pour la vérité dans cette affaire. Et les responsables, ils vont en répondre. Et puis, moi je demande simplement aux victimes de ne pas désespérer. Parce que dans ce pays, il y a des gens qui pensent qu'on aurait pu faire autrement. Edmond Kamga, sur l'affaire opacité, peut-être entretenue un peu aussi par les médias, la presse, qui n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire pour faire jaillir la lumière dans le cadre de cet accident ferroviaire. Non, je ne pense pas du côté de la presse, je ne pense pas qu'il y ait opacité. Opacité, c'est surtout au niveau du gouvernement, au niveau des pouvoirs publics. Parce que nous ne sommes pas encore le jour anniversaire, c'est le 21 octobre. Donc d'ici, rassurez-vous, M. Charles Tchungan, Maître Charles Tchungan, d'ici le 21 octobre, vous verrez des dossiers de presse dans la plupart des médias, de la presse écrite, audiovisuelle, sur EZECA. Un an après, la presse va en parler. Et je pense que la presse est d'autant concernée qu'elle a été la première à dénoncer, à condamner, le jour même où il y a eu les événements. La presse a été la première à condamner la lenteur et la désinformation même au niveau du gouvernement. Parce que s'il n'y avait pas, n'est-ce pas, cette désinformation, je ne veux pas accuser les médias officiels, mais en tout cas, il y a eu une sorte de brouille dans l'attitude du ministre des Transports qui n'a pas facilité les secours. Parce que si les secours étaient arrivés rapidement et par les moyens qu'on imagine, y compris l'hélicoptère avec lequel les ministres sont arrivés sur le terrain sans prendre personne, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de morts.
Et ensuite, en termes d'opacité, je confirme ce que dit M. Charles Chunga, au niveau des morts. Et ça, c'est très grave. La polémique, presque un an après, devrait cesser sur le nombre de morts. Parce qu'officiellement, on dit 79 morts. Mais tout le monde sait qu'il y a eu des centaines de morts. Il faudrait que la commission d'enquête qui s'est chargée de la question puisse nous dire officiellement combien de morts il y a eu. Et surtout, combien de disparus il y a eu. Parce qu'il y a eu des disparus. Il y a eu des personnes qu'on ne retrouve plus. Des personnes qu'on a aperçues vivantes ce jour-là, sorties indemnes, mais qui ont disparu, comme disait le bâtonnier tout à l'heure. Donc, il va falloir faire la lumière sur cette affaire. Le communiqué qui avait été publié en son temps, qui résumait en quelque sorte, qui était supposé résumer les résultats de la commission d'enquête, a été très insuffisant. La preuve, on en parle encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre sur la question. Il est important que le gouvernement, à travers son porte-parole, nous édifie sur la question. J'espère qu'au plus tard, le 21 octobre, nous aurons un certain nombre d'informations que nous n'avons pas aujourd'hui. Docteur Mbougain, un mot sur ce sujet. Oui, permettez-moi de dire que un des graves problèmes au Cameroun, c'est qu'il existe un système criminel et occulte qui entrave la bonne gouvernance et qui empêche non seulement que justice soit faite, qui empêche que l'information soit bien établie et remonte jusqu'à ses destinataires. C'est un système qui vient rapidement au secours de ses membres lorsqu'ils sont en difficulté. C'est un système qui paralyse l'avancée du Cameroun vers son émergence. C'est un système qui a des réseaux endogènes et exogènes. Et vous savez très très bien que ce système est piloté par le réseau exogène qui, dans le cadre du rapport de force, est plus puissant que le réseau endogène. Et vous savez très très bien qu'il y a un volet qu'une multinationale est impliquée dans cette affaire des écarts. Et je voudrais vous dire, ce n'est pas un secret, que la plupart des positions de pouvoir qui existent dans notre pays sont des positions dues aux accointances avec un certain nombre de multinationales. Et donc, sachez-le, c'est un dossier complexe sur le plan politique, sur le plan diplomatique. Et je n'ai pas l'impression que la vérité dans ce genre de situation, c'est pour demain, à moins que les Camerounais eux-mêmes n'élèvent leur niveau de défense de leurs intérêts, des intérêts républicains, parce que s'ils comptent uniquement sur les dirigeants qui ont déjà, pour certains, bu la coupe jusqu'à la ligne, ils ne s'en sortiront pas. Il leur appartient donc, en venant peut-être au soutien de manière puissante des institutions, on pourrait avoir un certain nombre de résultats. On pourrait avoir une peur de l'extérieur qui va reculer et les dirigeants pourront prendre un nombre de décisions courageuses. Alors, on va, vous voulez dire rapidement? Oui, je voudrais dire que concernant la presse, que les Camerounais nous s'inquiètent. La presse travaille sur ce dossier et en profondeur. Je peux vous assurer que dans les jours qui viennent, un certain nombre de confrères vont commettre des articles puissants avec des preuves à l'appui qu'il y a eu un certain nombre de choses. Parce que nous avons reçu, dans le cadre de nos investigations, beaucoup de victimes qui nous ont fait des témoignages hallucinants sur ce qui s'est passé. Nous avons reçu des confrères étrangers, notamment de France 24, qui sont venus ici enquêter, qui ont rencontré les hauts responsables de cette multinationale. Nous avons même aussi discuté avec des magistrats qui sont en charge de ce dossier, qui sont victimes d'un certain nombre de pressions de la part des forces occultes, comme l'indiquait le docteur tout à l'heure. Donc c'est pour vous dire que la presse travaille dessus. Et le moment venu, nous dirons toute la vérité, même au prix de nos vies, parce que le sang qui a coulé le 21 octobre ne peut pas rester impuni. Voilà donc pour cette affaire concernant cette catastrophe ferroviaire du 20 octobre 2016. Cela fera bientôt un an.
Nous en parlions donc à la faveur de cette autre audience qui s'est tenue cette semaine à Ezeka. Et voilà donc qui nous conduit au principal sujet de ce jour. Je parlais de ce dialogue qui est en train de se mettre en place. On a tellement entendu parler de ce dialogue toute la semaine. Toutes les institutions, les organisations, la société civile, les hommes politiques ont parlé du dialogue. Et bien le président de la République, Paul Biya, a donc décidé certainement d'amorcer donc cette solution qui lui avait été proposée de dialogue. On a pris cette semaine la mise sur pied de cette autre mission, ces missions qui vont donc se rendre dans les prochains jours dans la région du Nord-Est et du Sud-Est pour discuter avec les populations, tel que l'indique le communiqué paru à cet effet. Maître Charles Tchungon, est-ce qu'à votre avis, toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour engager un dialogue? Écoutez, ma réponse va être un peu ambiguë, c'est oui ou non. En fait, si vous considérez que la mission qui vient d'être commise est la mission du dialogue, je vais vous dire que non. Mais si on considère que c'est une mission exploratoire pour voir venir, je vous dirais que c'est une bonne initiative, parce que toutes les initiatives qui vont permettre de stabiliser, n'est-ce pas, les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont bonnes. Mais il ne faut pas qu'on se trompe de temps. Parce qu'en réalité, nous sommes arrivés au paroxysme de cette crise. Et on attend un mouvement, un signal très fort. Voyez-vous, je ne vais pas être celui qui va mettre de l'huile sur le feu, mais je voulais seulement dire que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vont avoir une perception très ambiguë de la mission du Premier ministre. Elles vont considérer que c'est comme une sorte de rafale, une gifle, une déconsidération pour leur revendication. Parce qu'en réalité, ce sont les mêmes qu'on prend pour recommencer le même jeu. Ils ont été délégitimés dans cette mission de dialogue, puisque ces personnes, au début de cette crise, ont méprisé ces populations, ont méprisé ces gens qui se sont plaints, ont méprisé les avocats, ont méprisé les enseignants, ont méprisé les étudiants, ont méprisé les populations et les commerçants. Vous envoyez ces mêmes soldats qui ont échoué sur le même terrain d'opération, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous pouvons déjà dire que cette mission ne réussira pas. On ne dialogue pas par la force. On ne dialogue pas par la confiance. Il faut d'abord rétablir la confiance entre tous ceux qui sont impliqués dans cette crise. Nous l'avons dit et nous le répétons, nous ne changerons pas d'avis. Nous pensons qu'à l'heure où nous sommes aujourd'hui, un an après le début de cette crise, renvoyer ces mêmes personnes qui pendant une année ont désinformé le président de la République, n'ont pas réussi à établir les ponts pour essayer de dialoguer. Je dis dialoguer avec les populations. Mais les populations, c'est qui? Nous avons proposé de mettre en place des médiations, des médiateurs, des personnalités de ce pays acceptées de part et d'autre. Non seulement pour écouter, mais pour identifier les interlocuteurs du dialogue. Peut-être, avant de continuer, pour vous, cette mission, c'est justement, c'est quoi cette mission? C'est une mission, vous l'avez dit, exploratrice, c'est un dialogue qui est entamé. Écoutez, il s'agit d'une stratégie. Comment est-ce que vous quelle analyse en faites-vous? Je souhaite ardemment que ce soit une mission exploratrice, parce que c'est une mission pour dialoguer. Je dis, l'échec est compté, l'échec est acquis dès le départ. Parce que je ne pense pas que ces personnes puissent dialoguer. Pour dialoguer, il faut être deux au moins. Et donc il faudrait qu'il y ait d'abord un mécanisme permettant d'identifier les interlocuteurs. La proposition que nous avons faite est simple. Nous avons dit de mettre en place un comité de médiation composé de personnalités indépendantes, transparentes, acceptées des deux parties. Que cette mission de médiation aille dans le Nord-Ouest, dans le Sud-Ouest, le temps qu'il faudra, pour écouter tout le monde, sans distinction de statut. Et permettre que l'on puisse identifier d'abord les problèmes, ensuite les interlocuteurs, pour qu'un forum, j'allais dire un forum national sur cette question anglophone, soit convoqué pour essayer de trouver des solutions et permettre au président de la République de trancher. Ceux qui aujourd'hui poussent le président de la République à aller faire du cinéma à Boya et à Bamenda se trompent. Moi je pense qu'envoyer le président dans le chaudron actuellement, c'est pas de la provocation. Il faut d'abord créer les conditions de l'intervention du président de la République. Et pour cela, il faut d'abord une médiation, et la médiation précédera ce forum. Et par la suite, en toute connaissance de cause de tous les causes du conflit, le président de la République se prononcera en tant qu'organe constitutionnel. Edmond Kamga, c'est une nouvelle mission qui va donc aller dans les régions anglophones du pays. Comment est-ce que vous la percevez?
Je regrette, mais je vais forcément partager l'avis du bâtonnier. Parce que visiblement, il y a un gros problème dès le départ. Je pense que nous observons depuis 1 an une crise de légitimité. Crise de légitimité au niveau des personnalités élues ou nommées qui sont descendues sur le terrain pour écouter les interlocuteurs des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ces personnalités-là n'ont jamais vraiment été acceptées comme étant des interlocuteurs crédibles. Donc il y a un problème de crédibilité, un problème de légitimité et in fine, un problème de confiance. Les populations n'ont plus confiance en ces interlocuteurs qui descendent sur les terrains au nom du chef de l'État pour faire passer le message visant à trouver la solution à la crise anglophone. Je pense également, ici et maintenant, que malheureusement, nous n'avons pas, comme dans d'autres pays, des médiateurs de la République. L'Ombudsman et autres, il y a des pays qui ont des médiateurs. L'Afrique du Sud, en France, un peu partout ailleurs, des personnalités qui sont choisies pour leur statut, leur envergure, des personnalités consensuelles. Ici, dans ce pays, tout à l'heure au début de cette émission, je souhaitais un joyeux anniversaire à quelqu'un qui pourrait bien jouer ce rôle, son éminence Christian Kardinal Toumi. Je ne sais pas s'il a été informé, si on a même sollicité son avis pour avoir pour participer à une éventuelle médiation. Je pense qu'il ne refuserait pas. Ce que je crains, c'est que son point de vue ne soit pas partagé par ceux qui sont censés l'approcher. Et ça c'est un hic. Parce que dans la plupart des pays, des personnalités religieuses, l'autorité morale, c'est là-bas qu'on trouve les interlocuteurs de taille pour régler les questions politiques, sociales et économiques. Je pense à la RDC. Aujourd'hui, on voit le rôle que joue la conférence épiscopale du Congo, qui a pu mettre sur pied un accord en associant l'opposition, le pouvoir, et on est seulement dans la difficulté de la mise en œuvre de cet accord. Mais aujourd'hui, on revient à la mise en œuvre de cet accord-là pour sortir le Congo démocratique de l'impasse. Donc, mais tu sais pertinemment que le problème du décès de Monseigneur Mbala, oui, et le récent communiqué des évêques anglophones, a été l'occasion pour le gouvernement de désacraliser l'Église. Voyez-vous, et ça c'est quelque chose d'extrêmement grave parce que... C'est une erreur. Non, mais c'est pas une erreur, c'est une faute. C'est une faute parce que j'ai suivi mon ami le ministre Chiroma l'autre jour, dans son point de presse, où il a été extrêmement dur dans le ton avec les évêques, et au point où quelqu'un qu'on ne peut pas soupçonner d'être ni de l'opposition, ni du côté des non-conformistes, Alain Bélébi a pris la parole pour interroger le ministre en lui demandant: mais monsieur le ministre, vous avez été extrêmement dur avec les évêques. Et ça dit que la convivialité habituelle, historique entre l'État et l'Église est rompue. Et c'est à ce moment-là que le ministre Chiroma s'est rendu compte qu'il avait peut-être traversé une ligne qu'il ne fallait pas traverser. Donc je veux dire que lorsque vous désacralisez des symboles dans la République, lorsque vous coupez tous les textes qui dépassent parce qu'on ne veut pas de discours libre et indépendant, lorsque la guerre advient, vous n'avez plus de ressources pour essayer de régler les problèmes. Et nous sommes dans cette hypothèse-là aujourd'hui. Je peux vous dire, selon les sources et les informations que j'ai, que ce n'est même pas envisagé, votre hypothèse. D'avoir elle n'est même pas envisagée. Je ne cite pas les noms, oui. mais ce nom-là n'est même pas envisagé. Voilà une information que nous avons. Oui, je vais avancer pour dire que... Je me suis d'avoir interrompu, mais parce que... Non, mais c'est important ces informations. Ça permet de mieux comprendre comment est-ce que le gouvernement, notamment les pouvoirs publics, conçoivent cette médiation, si elle est d'accord avec l'idée d'une médiation. Pourtant, elle est fondamentale. Je voudrais un peu rentrer rapidement dans le passé pour parler de la tripartite. Vous savez que pour mettre fin aux 8 mois de ville morte au Cameroun en 91, il y a eu l'idée de mettre sur pied la rencontre tripartite parce que le gouvernement, notamment le chef de l'État, avait dit non à la conférence nationale souveraine. Mais par contre, les pouvoirs publics avaient proposé la tripartite. Il y a eu la tripartite donc fin octobre, mi-novembre 91. Il y a eu la fin des villes mortes. Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises. Tout n'a pas été mauvais à la tripartite. C'est vrai qu'il y a toute une controverse
sur ceux qui ont participé ou pas à la tripartite, mais je dois retenir ici, par rapport aux acteurs, parce que ce qui nous intéresse, c'est les acteurs, parce qu'on veut mettre un autre forum. À la tripartite, il y avait d'un côté les pouvoirs publics, il y avait les partis politiques, il y a eu également les personnalités indépendantes. Et je pense qu'au niveau de la forme du débat, il va falloir tenir compte également de toutes ces sensibilités. De toutes ces sensibilités pour pouvoir avancer. Docteur Bourgain, plus un problème donc du choix des acteurs, pas la stratégie, parce qu'on s'accorde à dire qu'il faudrait quand même commencer par aller voir les problèmes sur lesquels on va discuter. Donc le problème peut-être serait au niveau du choix des acteurs qui n'ont pas réussi aujourd'hui à trouver la légitimité auprès de ces populations. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? Oui, je vais vous surprendre en vous disant que les solutions sont connues. Dans les tiroirs des différents ministères dorment toutes sortes de propositions. Mais le problème, c'est que les gens ont pensé et pensent encore que le conservatisme est une solution de conservation, permettez-moi la tautologie, conservation du pouvoir. Donc, si les gens, ou bien si les décideurs n'ont pas résolu ce problème, c'est parce que les solutions vont les amener à perdre des positions de pouvoir et donc des gains très très faciles. C'est ce que je voudrais vous dire. En réalité, le problème de gouvernance dont on parle, les décideurs sont entourés des experts, des très grands intellectuels. Mais ils ont un souci de conservation du pouvoir qui parfois permet de laisser, de passer à côté de la solution idoine et de penser qu'on peut solutionner les problèmes comme ça se passait avant. Et je voudrais ajouter en disant que, en réalité, le problème anglophone est dû depuis un an à l'activation du clivage anglophone, francophone, par des entrepreneurs politiques. Et les solutions qui sont proposées jusqu'à présent sont des solutions qui renforcent ces clivages. Ce ne sont pas des solutions qui tendent à faire disparaître les clivages. Et ce clivage, c'est un fonds de commerce pour beaucoup. Parce que si le clivage disparaît, eux aussi, économiquement ou politiquement, ils risquent de disparaître. Ne perdez pas de vue que, actuellement, si on essaye de faire en sorte que, sur le plan éducatif, sur le plan judiciaire, que peut-être les deux sous-systèmes soient maîtrisés par tous les praticiens et tous les théoriciens de la chose. Et que chaque justiciable ou alors chaque élève ait le choix. Sachez que nous avons la francophonie, entre guillemets, qui risque de voir cela d'un mauvais œil, parce que nous sommes envahis, les francophones sont anglophonisés, oui. Et ça va aller de cette façon. On ne peut que retarder le phénomène, parce que la globalisation fait que, qu'on le veuille ou pas, le système anglo-saxon va s'imposer. Nous pouvions anticiper, mais on retarde parce que il y a une peur. Il y a une peur, entre guillemets, du maître. Ces choix, entre guillemets, ces mauvais choix dans la résolution de ceux qui sont conscients, ce sont des choix conscients. Oui, bien sûr. Je vous dis que toutes ces solutions sont proposées depuis des années. Les gens sont conscients que ce sont de bonnes solutions, mais ils n'ont pas envie de perdre le pouvoir, ils n'ont pas envie de trahir les cahiers de charges, les engagements qu'ils ont eu à prendre, etc. Donc, Fotanjika, sur cette mission. Écoutez, Albertine, vous savez bien que dans toutes les écoles du journalisme, on nous apprend que nous ne devons rien dire pour nuire et ne rien taire pour plaire. Mais nous devons mettre à chaque fois le couteau dans la plaie. Et il s'avère que la plaie de la crise anglophone est si puante que nous devons nous dire des vérités en nous regardant en face. Toute l'abondante littérature qui vient d'être déversée ici m'amuse un peu. Ces gens que le président de la République envoie ont été chassés de chez eux. La première fois, nous le savons très bien. Est-ce qu'il fallait que le président de la République élaborât cette liste de personnalités qui devront aller chez eux
pour discuter avec leurs frères de ce qui se passe, pour qu'ils se mettent en branle, pour qu'ils se mettent en route. Et s'il fallait attendre ça. Moi je dis, le président de la République est le seul qui a été élu comme tel. Il doit aller là-bas. Il doit aller là-bas, discuter avec ces gens-là. Il doit les rencontrer. Je ne sais pas quelle est cette politique de distance qu'on développe chaque fois dans notre pays quand il y a un problème comme celui-là. Le peuple est aujourd'hui comme un bétail électoral. On attend le moment des élections pour les flatter un peu, de les élire. Et une fois qu'ils sont élus, ils mettent un grand fossé entre le peuple et eux. Pourquoi le président de la République ne va pas là-bas? Est-ce que ça changerait quelque chose? Oui, ça changerait quelque chose. Vous savez, je vous dirais, je vais vous répondre. Oui, allez-y. Lorsque chez vous, vous avez un deuil à la maison et que vous voyez arriver une personne importante, soit de votre famille, soit de votre environnement sociologique immédiat, soit de votre environnement professionnel, ça change quelque chose psychologiquement, ne serait-ce que ça. Si le président de la République descend lui-même sur le terrain, il va avoir en face de lui des interlocuteurs valables, qui lui diront la vérité. Parce que ce qu'on ne veut pas nous dire, c'est que ces hauts fonctionnaires qui se sont découverts une virginité politique au travers d'un décret présidentiel qui les envoie à un transfontaine de pouvoir, n'ont aucune base légitime chez eux. Il faut le dire. C'est pour cela qu'ils sont à la limite méprisés. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas travaillé dans le fond pendant qu'ils sont aux affaires pour avoir un lien avec la base chez eux. Or, le président de la République, qui, ma foi, a été élu par le peuple, doit prendre ses responsabilités. Quand on vous dit avec qui on va discuter, moi j'ai envie de rire. Il y a tellement de personnes dans ce pays, ressources dans ce pays, et non des ministres et autres, qui peuvent vous bien parler et trouver des solutions. Le docteur l'indiquait tout à l'heure dans ses propos. Il y a tellement de propositions. On n'a même pas besoin de tout ce que le président de la République vient de mettre sur pied là pour que le problème de la crise anglophone soit réglé. Pour terminer, je vais vous dire que si nous avions appliqué dans sa globalité et dans ses détails la décentralisation depuis 20 ans que c'est prévu par notre Constitution, on ne serait jamais arrivé à ces problèmes. Voilà un exemple. Maître Charles Chungan, les organisations, certaines, ont insisté sur ce dialogue-là, la société civile, même l'opinion publique. Mais personne, on n'a pas très bien senti cette insistance sur les préalables de ce dialogue. Est-ce que c'est parce que cela va de soi qu'avant un tel dialogue, il faut des préalables? Je pense par exemple à ces réactions qu'on a entendues cette fin de semaine. Il faut libérer toutes les personnes qui ont été interpellées, il faut arrêter les arrestations arbitraires, il faut aucun dialogue avant cela. Est-ce que les organisations qui sont exprimées sur la question, les institutions qui appellent au dialogue, ont pris un peu cela légère, les préalables avant de se rencontrer? Ou alors cette mission d'exploration dont vous parlez, c'est justement pour discuter de ces préalables-là? Non, moi je pense que, voyez-vous, quand on veut discuter, il ne doit pas y avoir de préalables. Ça veut dire qu'en fait, on ne veut pas discuter. Parce que la question de la libération est différente, est distincte de la question du dialogue. Nous avons dit de manière claire depuis des mois qu'il faut libérer les gens. Mais ce n'est pas lié. Ça ne devrait pas lier au dialogue. Je suis d'accord avec Dicam lorsqu'il dit si le président arrivait là-bas, psychologiquement, ça changerait beaucoup de choses. Je suis d'accord avec lui. Mais je considère que le lien entre le peuple et ses élus, ça doit être permanent. Voilà. Ce n'est pas à l'occasion d'une crise qu'on doit dire qu'il faut qu'il y aille. Je crois que c'est le plus mauvais moment de lui demander d'y aller maintenant. Je crois que ça doit être permanent. Et pourquoi pas dans le Nord? Depuis des années, nous sommes en conflit ouvert avec cette nébuleuse de Boko Haram. Donc, je pense qu'il y a eu un lien rompu entre le peuple et ses élus. Et quand je parle des élus, je ne parle pas que du président de la République. Je parle de députés, des sénateurs, des maires. Et moi, j'aime bien parler de ma proximité. Voyez-vous? Moi, mon maire, c'est quelqu'un que je connais très bien, avec qui j'ai entendu de mon rapport. Mais dès lors qu'il s'est agi, n'est-ce pas, de l'entretien de ma route, j'ai du mal à rencontrer mon maire, il se le connaîtra. Bon, donc ce n'est pas une critique personnelle. Mais c'est qu'en fait, ils oublient une fois élus pourquoi ils ont été élus. C'est ça. Et pour qui?
ils ont été élus. Je ne veux pas dévoiler le secret des urnes, mais je sais qui j'ai élu. Et je sais pourquoi j'exige un certain nombre de retours, que je ne vois pas. Donc, par conséquent, je ne pense pas que pousser le président dans le chaudron, maintenant, serait une bonne solution. Règle la question du lien du peuple, n'est-ce pas, aux élus. Et vous, sur les préalables, vous pensez? Moi, je pense que... Même s'il y va, on ne lui fera rien. Non, peu importe, mais il a aussi été élu là-bas. Il y a sa haute protection qui fera qu'on peut rien lui faire. Un chef d'État, n'est-ce pas, quand il se déplace chez lui, bon, à moins qu'il y ait des mafias comme aux États-Unis sous Kennedy, qu'on puisse se mettre en difficulté. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que il ne doit pas y avoir de préalable au dialogue. Mais nous devons faire des constats froids. On faut me le dire. Il faut qu'on fasse le point avant d'aller au dialogue. Effectivement. Il faut qu'on fasse le point. Pourquoi, depuis 1 an, ça n'a pas marché? Ah ouais, voilà. Vous voyez, l'évaluation est quelque chose qui a disparu de ce pays. Il faut qu'on évalue les causes, l'échec de toutes les tentatives, parce qu'il y en a eu beaucoup. Ceux qui disent que le gouvernement n'a rien fait se trompent. Sauf que le gouvernement est toujours 2 kilomètres de retard sur les problèmes. Si lorsque les avocats mettent à Ben pour programmer sa conférence de presse depuis octobre 2016. En octobre 2016, voilà. Si le sous-préfet ne l'avait pas interdit, peut-être qu'à l'occasion de ce point de presse, on aurait compris que la cocotte minute est en train de bouillir. On l'a interdit ici à Douala. Oui. Il est allé faire, passez-moi l'expression, il est rentré chez lui. Et on a vu ce que ça a donné là-bas. Les avocats sont sortis dans la rue. Ensuite, il y a eu les enseignants. À chaque fois, on s'est trompé de diagnostic. Quand les avocats marchent, on dit « Ah, ils veulent qu'on traduise les textes au WADA. » Bon, ok, d'accord. On traduit le texte au WADA. Mais entre les revendications et la traduction du texte au WADA, les enseignants étaient entrés dans la danse. Donc le gouvernement était déjà en retard sur les solutions. Et quand les enseignants, quand Jean-Famille Ndongo organise son système pour le sous-système anglophone, c'est déjà trop tard. Les commerçants sont entrés dans la danse, ensuite les écoles, etc. Donc la crise est devenue multidimensionnelle et globale. Donc ça exige des solutions globales. Et je dis toujours que c'est devenu une crise politique. Et à une crise politique, il faut y apporter des solutions politiques. Et froidement, il ne faut pas qu'on joue l'autruche, parce que finalement, dans 6 mois, vous savez, on nous a dit que l'année dernière, l'école s'est bien passée. Mais tout le monde a encore vu aujourd'hui que ce fut une année blanche. Vous avez vu les enquêtes de mutation. C'est quand même, ça craint quand on commence à dire qu'il y a eu des déplacés dans un pays démocratique et libre comme le Cameroun. Ça craint. Parce que moi j'ai fréquenté ces milieux des réfugiés dans le monde. C'est terrible quand on vous dit que des gens ont quitté des régions pour fuir les émeutes et sont venus s'installer à Douala pour les uns, à Bafoussam pour les autres. Faisons très attention à ce qui se passe. Il faut que la solution soit politique et qu'elle soit globale. Oui. Ce dialogue-là, c'est ici et maintenant, c'est pas demain. Les solutions périphériques qu'on veut nous imposer là vont envenimer la situation et vont favoriser finalement les extrémistes qui revendiquent la sécession. Mais je voudrais juste ajouter avant que au bâtonnier que concernant le président de la République, mais si vous envoyez des gens 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça ne marche pas. Mais vous-même, allez-y. Vous savez très bien que ce n'est pas la première fois qu'on a envoyé des gens là-bas. Sauf que le bâtonnier rappelle que ce sont presque les mêmes personnes qu'on a envoyées. Peut-être qu'il faudrait essayer d'autres personnes. Qui n'ont pour la plupart pas de légitimité. Oui. Parce qu'en fait, c'est des élus. C'est des personnalités de la société civile. Et quand nous disons personnalités de la société civile, vous allez remarquer que dans cette crise anglophone, on a réussi à diviser l'Église dans ses fondements. L'Église catholique qui au Cameroun est aujourd'hui divisée, il faut le dire. Parce que la conférence épiscopale du Cameroun est divisée aujourd'hui en 2. Les prêtres qui sont de la province ecclésiastique de Bamenda ne pensent pas la même chose que ceux qui sont de la province ecclésiastique de Yaoundé, par exemple. Et ce qui est assez grave, vous avez remarqué que dans toutes les revendications des évêques du Nord-Ouest, ils n'ont jamais dénoncé aussi les violences qui ont eu lieu là-bas. Ils se sont appesantis à dénoncer le comportement du gouvernement. Et de l'autre côté, on s'est appesanti à dire le gouvernement a très bien fait, le gouvernement a fait ceci. Et aujourd'hui, il y a comme un blocage au niveau du dialogue. Donc, ça veut dire qu'il faut se remettre sur la table et créer un dialogue inclusif. Ce n'est pas seulement des gens du Nord-Ouest
et du sud-ouest qui peuvent régler les problèmes du nord-ouest et du sud-ouest. Edmond Kamga, Oui. sur ces préalables-là qui sont avancés par certains leaders, je pense à Maître Agbobala qui a réagi juste après donc, cette mission et qui estime aujourd'hui, il n'est pas le seul, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette façon de penser, qu'il faudrait, il faudra des préalables avant le dialogue. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Charles Chungan se dit par exemple qu'on ne devrait pas poser des conditions avant un dialogue. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, d'abord, je vais clarifier un point évoqué par mon ami Foster tout à l'heure. Concernant l'Église catholique, non, l'Église catholique n'est pas divisée. Il peut y avoir des problèmes au sein de l'Église, c'est-à-dire que au sein de l'épiscopat, vous savez que tous les évêques ne pensent pas de la même façon, n'ont pas la même opinion individuelle sur toutes les questions. C'est que j'ai failli Ça, c'est dire. libre. Donc, l'Église n'est pas divisée, l'Église catholique n'est pas divisée. Elle prend des positions. La conférence épiscopale, elle est unanime. Elle a condamné tout ce qui s'est passé dans la région. Elle est même solidaire de tout ce, des positions qui ont été prises par les évêques des régions nord et sud-ouest. À quelques points près, c'était juste une question, j'allais dire, de sémantique ou de vocabulaire, parce qu'il y a eu quelques excès au niveau du langage utilisé. Mais sur le fond, les églises sont d'accord, les évêques sont d'accord sur le fond. C'est juste un problème de vocabulaire sur certains concepts. Donc, concernant les préalables, je pense qu'on ne va pas inventer du fil à couper du beurre. Dans les négociations partout dans le monde, lorsqu'il y a des crises, on voit bien des parties arriver sur la table de négociation. Quand elles ont des conditions ou des préalables, elles les posent sur la table. Elles les posent. Et on leur demande de quoi il s'agit. Donc, si une partie prenante, une partie des interlocuteurs estime que nous ne pouvons pas aller dans ce dialogue sans qu'on ait fait le point sur un certain nombre de problèmes, mais qu'ils les mettent sur la table. Qu'ils communiquent là-dessus. Que la nation soit au courant de ces... Nous devons plus nous Parce que nous sommes tous mentir concernés entre pour la paix sociale au Cameroun. Il faut qu'on le sache. Ça ne doit pas se faire dans des antichambres. Ça nous concerne tous. Parce que tant qu'une partie du corps est touchée, parce que le corps, le Cameroun, c'est comme un être humain. Quand un membre est touché, c'est tout le corps qui est touché, voyez-vous. Depuis un an, c'est tout le Cameroun qui est touché, qui est concerné par la crise anglophone. Et le monde entier, la communauté internationale nous regarde. Et je pense que nous devons nous-mêmes trouver des solutions à ce problème. N'attendons pas que la solution vienne d'ailleurs. Parce que partout à travers le monde, quand la solution est venue d'ailleurs, il y a toujours des germes de la discorde. On en parlera tout à l'heure. Qui, comme une bombe à retardement, ressurgissent. Je ne vais pas citer des exemples, parce qu'on se comprend. Donc, je pense que si M. Agbobala estime qu'il y a des préalables, il faut qu'on sache quels sont ces préalables. Il a fait un communiqué. Oui, il a fait un communiqué. Maintenant que le gouvernement, sur la base de ce qu'il a dit, puisse voir dans ces préalables qu'est-ce qui est gérable, qu'est-ce qui n'est pas gérable. Parce que dans toutes les négociations, vous savez, on ne sort pas d'une négociation, d'une discussion, en faisant passer toutes ces propositions. Il faut qu'il y ait un compromis. Chacun fait des concessions. Donc il faudrait que les interlocuteurs qui sont en face du gouvernement soient prêts à faire des concessions pour qu'on puisse avancer. Encore que le gouvernement en a fait. Docteur Bonguin, sur la question des préalables avant le dialogue. Je salue l'approche systémique de mon frère Edmond Kamga et je voudrais dire à sa suite, en d'autres termes, que comme préalable, il faut documenter le modèle sociétal systémique voulu par ceux qu'on peut qualifier aujourd'hui de leaders anglophones ou de leaders de l'Amazonie. Il faut qu'ils documentent. Parce que documenter le modèle systémique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils doivent structurer l'environnement intrasociétal camerounais. Actuellement, je voudrais quand même faire une précision. Il ne faut pas confondre les leaders anglophones avec les leaders de ce pays qui n'existe pas. Entre guillemets, parce que je pense, je fais partie de ceux qui disent qu'on n'a rien à faire avec ces gens-là. On ne peut pas dialoguer avec eux. Ceux qui veulent la partition du pays. Non, pas du tout. On peut pas. Il faut faire attention parce que la confusion sémantique, comme mon ami Choma voulait introduire, en employant systématiquement dans ses communications le terme sécessionniste pour qualifier les auteurs des mouvements du Nord et du Sud-Est, fait en sorte que dans l'opinion, on a comme l'impression que finalement, tout le monde est tous ces gens sont sécessionnistes. Ce qui n'est pas vrai. Faisons attention avec ces confusions-là qui risquent en réalité de braquer les gens et de braquer le gouvernement. Et je vous l'ai dit de manière claire, on ne négocie pas avec un pistolet sur la tempe. Les gens qui s'essaient à Bouya aujourd'hui et disent que
Si vous ne faites pas ça, on ne dialogue pas là. Je dis, il se trompe. Il se trompe. Venez comme il avait le dit. Venez ensemble, sincère. La sincérité, c'est pas seulement du côté de l'État. C'est aussi du côté de ceux qui le vendent. Oui, tout à fait. On doit venir de bonne foi à la table de négociation. Oui. Voici ce que je veux. Oui. Voilà ce que je peux. On fait comment? Très bien. Bon, Oui, justement, mais oui, je vais ramener à... Je m'excuse. Hein, Oui, je vais ramener à contre-courant. J'ai vu dans le cadre des terroristes, quand ils prennent des otages, les gens vont négocier. Y compris les pays européens. s'agit-il des mêmes négociations? On en parlera tout à l'heure. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que quand on a des gens qui ont pris en otage une région, la scolarité, des enfants qui posent des bombes, négocier avec eux ne veut pas dire céder d'un seul pouce. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une compromission quelconque. C'est leur expliquer que les objectifs qu'ils veulent atteindre, ils ne pourront pas atteindre cet objectif de la manière... Le dialogue aussi est pédagogique. On enseigne, on met les gens là comme les élèves, on leur dit écoutez, voilà A, voilà B, voilà C. On leur dit voilà comment ça marche. Et on les identifie. Bon, en termes de dialogue, il ne faut pas se fermer comme si on avait intellectuellement peur des gens. C'est eux qui vont fuir. Ils ont adopté la méthode de la clandestinité parce qu'ils n'ont pas d'argument à faire valoir. À faire valoir. Ils veulent accéder par la violence parce qu'ils savent que leur projet n'est pas un projet fiable. Très bien. Maître Jean, on va bientôt sortir pour aller au deuxième sujet. Justement, de quoi parlerons-nous dans ce dialogue-là? Vous avez commencé à un peu aborder ma question. Tous les sujets sont permis? On parlera de la sécession, du fédéralisme, on parlera de quoi dans ce dialogue? Est-ce qu'il y aura des sujets tabous? Écoutez, est-ce qu'il devrait avoir des sujets tabous? Je vais vous citer le porte-parole du gouvernement. Tout est discutable dès lors que c'est dans la Constitution. Ok. En réalité, de quoi s'agit-il? Parce qu'on va revenir sur Terre. Parce que là, nous sommes en train de développer des concepts aériens que parfois vos téléspectateurs ne comprennent pas. De quoi s'agit-il? Il s'agit du mal-vivre de nos compatriotes. Ils veulent quoi? Ils veulent plus de liberté. Qu'on arrête d'interdire, de se réunir, de marcher. Ils veulent des routes. Ils veulent des hôpitaux. Ils veulent des écoles. Ils veulent pouvoir manger. Ils veulent pouvoir s'amuser. Parce que les loisirs font partie, n'est-ce pas, du vivre ensemble. Et ils veulent pouvoir... Ils veulent un pays normal. C'est tout. Moi, la formule est celle-ci. La formule est celle-ci. One country, two systems. Voyez-vous, quand vous voyez Taïwan, quand l'Angleterre a restitué l'île aux Chinois, la condition a été celle-là. Bon, vous êtes des communistes. Chez vous, c'est marche ou crève. Ici, nous sommes habitués à la liberté. Nous voulons bien abolir le drapeau chinois, mais nous voulons garder notre mode de vie à l'occidental. C'est ça le pacte. Eux, ils ont le système anglo-saxon. Je prends toujours ces exemples qui parfois font rire mes amis. C'est que c'est le système des murs et des ponts. Quand vous allez à Buea, il y a beaucoup de ponts. Quand vous allez à Buea, il n'y a pas de clôture. Quand vous quittez le ministère de la Justice pour aller au ministère de l'Environnement, il n'y a pas de... Vous traversez des petits ruelles comme ça, tous les bâtiments se voient à vue d'œil. Les seuls murs qu'on voit là-bas sont les murs qui ont été construits par ceux qui ont été contaminés par le système francophone. Par exemple, la mairie. La mairie est enfermée dans un grand mur. Or, vous savez que le maire de Buea, c'est quelqu'un qui est plutôt très francophile. Donc, chez nous, c'est quoi? Il y a des murs partout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un mur à la présidence de la République, mais en commençant par la présidence de la République, il y a des murs, et tous nos ministères sont dans les murs, etc. Et toutes nos maisons, pour avoir une grande qualité de vie, vous voyez, il faut avoir une grande maison. Puis, si votre mur d'enceinte est très élevé, c'est que vous êtes un homme respectable. Donc, il s'agit en fait de tous ces problèmes du quotidien qui vont faire l'objet de ces débats-là. Et la solution se trouve encore une fois dans la Constitution. On parle de décentralisation, mais on a oublié que la Constitution parle également des régions. Oui. La question va être celle-ci. Le grand débat va porter sur quoi? Transfert des compétences, transfert des ressources. Et le débat sur la forme de l'État, c'est vrai, puisque c'est également une question dont on a entendu parler. Les gens ont peur du fédéralisme. Mais en fait, la spécificité et la fraîcheur que la candidature de mon confrère, le bâtonnier Akedemouna, injecte dans la vie politique camerounaise, c'est qu'enfin,
nous allons avoir, dans la campagne électorale présidentielle, un grand débat sur les institutions. Et je dis que ceux qui ont peur de la décentralisation, d'abord parce qu'on a vu pendant 20 ans, on a freiné de 1000 fers, et ceux qui ont peur du fédéralisme vont finir par se rendre compte que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est transfert des compétences et transfert des ressources. Quelle autonomie allons-nous donner à ces deux régions-là? Vous savez, en Espagne, pour prendre cet exemple qui est d'actualité, l'autonomie du Pays Basque qui a été obtenue après des négociations extrêmement dures. Ils avaient adopté un système de violence avec l'ETA. Ils voulaient leur indépendance. Finalement, à la table ronde aux négociations, on leur a accordé une large autonomie que, par exemple, la Castille n'a pas. Les Catalans, même chose. L'autonomie catalane est la plus poussée que celle de Basque. Mais ils sont toujours dans le royaume espagnol. Donc, le point de rupture, c'est la sécession. Et nous devons poser ça comme point focal pour éviter que la négociation n'aille dans tous les sens. Très bien. Alors, on va sortir, finalement, donc, ces missions envoyées par le retour dans ce dialogue-là. Vous avez commencé à un peu aborder ma question. Tous les sujets sont permis? On parlera de la sécession, du fédéralisme, on parlera de quoi dans ce dialogue? Est-ce qu'il y aura des sujets tabous? Écoutez, est-ce qu'il devrait avoir des sujets tabous? Je vais vous citer le porte-parole du gouvernement. Tout est discutable dès lors que c'est dans la Constitution. Ok. En réalité, de quoi s'agit-il? Parce qu'on va revenir sur Terre. Parce que là, nous sommes en train de développer des concepts aériens que parfois vos téléspectateurs ne comprennent pas. De quoi s'agit-il? Il s'agit du mal-vivre de nos compatriotes. Ils veulent quoi? Ils veulent plus de liberté. Qu'on arrête d'interdire, de se réunir, de marcher. Ils veulent des routes. Ils veulent des hôpitaux. Ils veulent des écoles. Ils veulent pouvoir manger. Ils veulent pouvoir s'amuser. Parce que les loisirs font partie, n'est-ce pas, du vivre ensemble. Et ils veulent pouvoir... Ils veulent un pays normal. C'est tout. Moi, la formule est celle-ci. La formule est celle-ci. One country, two systems. Voyez-vous, quand vous voyez Taïwan, quand l'Angleterre a restitué l'île aux Chinois, la condition a été celle-là. Bon, vous êtes des communistes. Chez vous, c'est marche ou crève. Ici, nous sommes habitués à la liberté. Nous voulons bien abolir le drapeau chinois, mais nous voulons garder notre mode de vie à l'occidental. C'est ça le pacte. Eux, ils ont le système anglo-saxon. Je prends toujours ces exemples qui parfois font rire mes amis. C'est que c'est le système des murs et des ponts. Quand vous allez à Buea, il y a beaucoup de ponts. Quand vous allez à Buea, il n'y a pas de clôture. Quand vous quittez le ministère de la Justice pour aller au ministère de l'Environnement, il n'y a pas de... Vous traversez des petits ruelles comme ça, tous les bâtiments se voient à vue d'œil. Les seuls murs qu'on voit là-bas sont les murs qui ont été construits par ceux qui ont été contaminés par le système francophone. Par exemple, la mairie. La mairie est enfermée dans un grand mur. Or, vous savez que le maire de Buea, c'est quelqu'un qui est plutôt très francophile. Donc, chez nous, c'est quoi? Il y a des murs partout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un mur à la présidence de la République, mais en commençant par la présidence de la République, il y a des murs, et tous nos ministères sont dans les murs, etc. Et toutes nos maisons, pour avoir une grande qualité de vie, vous voyez, il faut avoir une grande maison. Puis, si votre mur d'enceinte est très élevé, c'est que vous êtes un homme respectable. Donc, il s'agit en fait de tous ces problèmes du quotidien qui vont faire l'objet de ces débats-là. Et la solution se trouve encore une fois dans la Constitution. On parle de décentralisation, mais on a oublié que la Constitution parle également des régions. Oui. La question va être celle-ci. Le grand débat va porter sur quoi? Transfert des compétences, transfert des ressources. Et le débat sur la forme de l'État, c'est vrai, puisque c'est également une question dont on a entendu parler. Les gens ont peur du fédéralisme. Mais en fait, la spécificité et la fraîcheur que la candidature de mon confrère, le bâtonnier Akedemouna, injecte dans la vie politique camerounaise, c'est qu'enfin, nous allons avoir, dans la campagne électorale présidentielle, un grand débat sur les institutions. Et je dis que ceux qui ont peur de la décentralisation, d'abord parce qu'on a vu pendant 20 ans, on a freiné de 1000 fers, et ceux qui ont peur du fédéralisme vont finir par se rendre compte que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est transfert des compétences et transfert des ressources. Quelle autonomie allons-nous donner à ces deux régions-là? Vous savez, en Espagne, pour prendre cet exemple qui est d'actualité,
l'autonomie du Pays Basque qui a été obtenue après des négociations extrêmement dures. Ils avaient adopté un système de violence avec le TA. Ils voulaient leur indépendance. Finalement, à la table ronde aux négociations, on leur a accordé une large autonomie que, par exemple, la Castille n'a pas. Les Catalans, même chose. L'autonomie catalane est la plus poussée que celle de Basque. Mais ils sont toujours dans le royaume espagnol. Donc, le point de rupture, c'est la sécession. Et nous devons poser ça comme point focal pour éviter que la négociation n'aille dans tous les sens. Très bien. Alors, on va sortir, finalement, donc, ces missions envoyées dans les régions anglophones cette semaine. C'est une mission vouée à l'échec, finalement. Il faudra penser à autre chose. Tout à fait que, mais attendez, on n'a même pas besoin de réfléchir là-dessus. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si nous sommes d'accord que l'unité de notre pays est non négociable, nous devons aussi être d'accord qu'il faut mettre enfin sur pied les mécanismes fluides de dévolution de pouvoir prévus par la Constitution que le bâtonnier vient de développer ici. Je vous assure que si nous avions appliqué la décentralisation telle que prévue par la Constitution, on n'y arriverait pas. Le docteur a évoqué, et de passage, et ça n'a pas retenu assez notre attention, je voudrais revenir là-dessus. Il a parlé tout à l'heure de ces privilèges que les gens avaient peur de perdre. En réalité, nos aînés qui sont au pouvoir n'ont pas peur du fédéralisme, mais ils ont peur de perdre le privilège que la condition actuelle leur octroie. Vous voyez? Et c'est pour cela que même sur le plan du respect même de la Constitution à travers la décentralisation, ils freinent des quatre fers pour que ça ne bouge pas. Parce qu'en réalité, ils voient que les pouvoirs, certains pouvoirs iront dans des régions et que désormais, on aura des présidents des conseils régionaux et puis les gouverneurs n'auront plus des pouvoirs étendus comme c'est le cas en ce moment. Les ministres assis à Yaoundé aussi n'auraient plus des marchés à signer ainsi de suite et tout. Voilà le problème. C'est au niveau des privilèges. Parce que les gens sont habités chez nous par la gloutonnerie. Alors, Edmond Kamga, pour sortir, on parlait de cette troisième entité qui doit prendre part à ce dialogue. C'est également un avis qui a été posé cette semaine. On a cité les Nations Unies. Je reviens à ce communiqué de Maître Aboubala qui pensait que sur la table de négociation, après les préalables, il faut s'asseoir sur la table ronde avec les Nations Unies, par exemple. On a entendu parler de l'Union africaine, on a entendu parler des émissaires. Est-ce que c'est une configuration qui peut marcher ou qui pourrait rendre fluide ce dialogue finalement? Est-ce que c'est un dialogue qui doit se passer juste entre eux, en interne, pas une troisième entité? Je ne peux pas partager l'avis de Maître Aboubala sur cette question précise. Nous ne pouvons pas, en ce moment, associer, j'allais dire, les organismes internationaux. En ce moment, c'est le débat interne. C'est au cas où, sur le plan interne, ça ne marche pas. Ça ne marche pas totalement. Mais on n'a même pas encore essayé. Il faut d'abord essayer, ouvrir le dialogue, toutes les parties prenantes, le gouvernement ou les pouvoirs publics, et puis les personnalités ressources, les acteurs, les parties prenantes du côté des régions anglophones, qu'ils se mettent sur la table. Mais c'est le chef de l'État qui doit convoquer ce forum. On attend la convocation de ce forum. Et je pense que dès son retour, il va peut-être le faire. Et dès qu'il va convoquer ce forum-là, nous allons pouvoir assister, n'est-ce pas, à cette rencontre-là qui va permettre aux différents interlocuteurs. Tout à l'heure, tu posais une question importante. Quel est le contenu de ce forum? Moi, je pense qu'il y a deux questions. Je vais hiérarchiser les questions. Concernant la crise anglophone, la première question, c'est la forme de l'État. Il faudra débattre de la forme de l'État. Et sur cette question précise, elle ne changera pas la forme de l'État. Non, le chef de l'État a dit dans l'un de ses discours de fin d'année, c'était le 31, nonobstant le 31 décembre, nonobstant le fait qu'il ait dit que sur la forme de l'État, c'est non négociable, il a dit dans le même... Il a dit, nous sommes prêts à aller plus loin. Il a donné une ouverture. C'est pour qu'il y ait l'autonomie. Comme Guy, je voudrais quand même qu'on ne profite pas de l'audience d'Equinox pour dire des choses quand même qui sont ahurissantes. On ne peut pas, dans un dialogue pour régler une crise sociale, débattre de la forme de l'État. C'est une hérésie. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on voulait, c'est qu'on convoque une constituante.
C'est de ça qu'il s'agit. Faisons attention, on n'est pas en Bolivie ici. Non, mais il faut faire attention. Permettez que je dise. On a des institutions dans ce pays. Écoutez, moi je pense quand même que un chef d'État pourra un matin appeler au référendum populaire parce que c'est dit dans la Constitution pour régler ce type de questions. Mais on ne peut pas, à l'occasion d'une crise sociétale, une crise qui porte sur le vivre ensemble, sur le malaise des populations du Nord et du Sud-Ouest, dire que bon, on va en profiter. On profite pas. Non, je n'ai pas dit ça, mais. Permettez que je développe. Allez-y, je reviens sur un fait historique que vous connaissez très bien. Vous savez qu'après la tripartite, on a eu une nouvelle constitution. Oui. Les termes ont changé. Oui. La forme de l'État a changé. On est passé de la République unitaire centralisée à la République unitaire décentralisée pour la première fois le 10 janvier. C'est ce que nous voulons mettre en application là, dans le fait. C'est pour la première fois. On est passé. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a eu une conscience qu'on nous sommes dans la République unitaire décentralisée. Non, tu fais une confusion entre le mode de gestion de l'État. Parce que on va débattre du mode de gestion de l'État également. Mais je ne fais pas de confusion. Tu fais une confusion entre la forme de l'État et le mode de gestion. Il y a deux modes de gestion. Les deux questions sont l'État se gère par deux techniques. Oui. Il y a la technique de la centralisation. Oui. Il y a la technique de la décentralisation. Tout à fait, maître. Donc tout consiste, c'est le même marteau, hein. Mais sauf que la manche est raccourcie ou rallongée. On a évolué. Mais on a évolué. Pardon? Préciser l'État unitaire. Oui, là c'est dans l'État unitaire. Voilà. Donc je dis que ce débat-là, ça peut intervenir à l'occasion d'une élection présidentielle. Bon, candidat porte, comme Bâtonnier Akere, il vous dit, si je suis élu. Ça, c'est la forme que je voudrais pour mon projet de société. Mon projet de société. Je veux un État fédéral. Oui, il a dit. D'accord? C'est ça la forme de l'État. Maintenant, comment on va gérer cela? Comment on administre les Camerounais? Il ne faut pas confondre. Ça passera forcément par un débat. Mais ça passera forcément par un débat. Oui, mais c'est pas l'occasion. Il ne pourra pas nous imposer. Ce dialogue que nous appelons tous, tout à fait, pour régler la crise anglophone, ne doit pas être un fourre-tout. Si on n'est pas d'accord sur le contenu, on est là pour régler un problème. Alors, vous voulez qu'on débatte la forme de l'État? Dans ces conditions, effectivement, je vais rejoindre ceux qui considèrent que c'est une tentative de prise de pouvoir par d'autres moyens que... Mais cela signifie que vous n'êtes pas d'accord pour un dialogue où on met tout sur la table. Le dialogue ne doit pas porter sur la... Maître Bunga vous entend sur la question. Le dialogue doit porter sur... Je voudrais préciser mon propos. Et vous le savez très bien. Le fédéralisme est différent de la sécession. Nous savons tous ici que personne ne peut partager la sécession. Et dès lors que le fédéralisme est distinct, est différent de la sécession, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre cette question sur la table. Je parle du fédéralisme. Je parle de l'option fédéralisme. Tout à fait. Je voudrais qu'on s'accorde sur une chose. Oui. Nous parlons depuis le début de cette émission de crise anglophone. Oui. Je ne vais pas être long. Oui, allez-y. De crise anglophone. Et vous savez que beaucoup revendiquent le fédéralisme. S'il vous plaît. Le crise anglophone. Tout à fait. Qui ne concerne que deux régions. Oui. À partir du moment où tu mets sur la table la question du fédéralisme et de la forme de l'État, il faut que tous les autres 8 régions soient associées. Donc ce n'est plus donc... Oui, puisqu'on a parlé du dialogue inclusif. Voilà, le dialogue inclusif, je suis d'accord. Je vous en prie. Docteur Bourgagne, on va sortir. C'est de ça que je parle. C'est pour ça que j'ai pris référence à la tripartite, où il y a les partis politiques, la société civile. J'acte que nous ne sommes pas d'accord. Alors, Docteur Bourgagne, s'il vous plaît. On n'est pas d'accord. Faustin Chikam, allez-y. Oui, Docteur Bourgagne, rapidement, s'il vous plaît, on va passer. Oui, Docteur Bourgagne. Il y a un dialogue qui, moi, m'intéresserait beaucoup. C'est le dialogue intra-exécutif. C'est-à-dire? Il y a un dialogue entre l'administration de notre pays qui paralyse l'exécutif et l'exécutif. Parce que vous voyez, la lenteur, la lourdeur, la déformation, le rôle prééminent des chargés d'études, des conseillers techniques. Donc vous êtes... Oui. Donc vous êtes, oui. Nos leaders... C'est important de le préciser. Nos ministres, le président de la République, généralement, ils sont là-bas pour étudier, mais pour signer. Et ceux qui administrent, les administrateurs sont tout puissants. Et vraiment, il y a un travail à faire
avec notre administration. Ça rentrera dans le contenu de ce dialogue aussi? Toute la paralysie. Parce que vous pouvez aller dialoguer. Si on ne les inclut pas, qu'ils restent là comme ça, ils vont continuer à jouer leur rôle, c'est-à-dire à paralyser. Comme si de rien n'était. Oui, à paralyser. Il doit y avoir une mutation dans cette administration. Très bien. On comprendra donc le contenu de ce dialogue est un sujet assez... En dehors de la forme de l'État, la question de la gouvernance. Et là, ça concerne tout le Cameroun. Alors, non, mais encore une fois, voyez-vous, ça, ce sont des enjeux électoraux importants. Oui. C'est pour ça qu'il est important que, comme le disait le docteur tout à l'heure, les mécanismes de dévolution du pouvoir soient fluidifiés et rendus transparents, parce que le code électoral actuel ne permet pas ce débat-là. Voyez-vous? Donc, il faut faire attention. La question de l'alternance, c'est une question politique. Pourquoi pas même pas l'introduire également dans ton dialogue inclusif? Alors, par conséquent, on va retomber sur les questions. Albertine, je voulais dire un mot sur la médiation internationale. Il faut que nous fassions très attention. Regardez les difficultés de notre voisin de la RDC, ce grand pays africain. Pourquoi elles s'enlisent? C'est parce qu'on a fait venir des médiations internationales. Entre guillemets. Pourquoi? Voilà, M. Edem Kojo qui a échoué à l'OUA. Oui. Il a échoué chez lui et c'est le seul médiateur en RDC. Comment va-t-il réussir? Il a échoué également. Là, on a vu également. C'est la même chose avec la Côte d'Ivoire dont on parlait. Nous devons faire attention voilà, nous devons faire attention de ne pas faire entrer le loup dans notre bergerie qui est le Cameroun. Nous avons les capacités, nous avons les compétences. Et je voulais te féliciter pour avoir invité le docteur à mes côtés que je ne connaissais pas, alors qu'il est mon interlocuteur privilégié au palais, mais maintenant on va pouvoir travailler ensemble. Voilà, donc, il y a des ressources que ce pays dispose pour régler cette crise. Et encore, ces prédateurs-là qui nous gouvernent et qui en fin de compte ont transformé le service public en service privé, les blocages. Ils sont combien? Très bien. Permettez-moi d'aborder l'autre sujet. On restera pas très loin. Ça concerne toujours la crise anglophone. Je parlais avant donc la mise en place de cette mission, cette plateforme si vous voulez, qui va donc se rendre dans les régions anglophones. Il y a eu cette réunion, toujours convoquée, instruite plus précisément par le président de la République sur la situation, l'état de la sécurité dans les régions anglophones du pays. Une réunion qui s'est tenue donc jeudi à Buea, présidée par le ministre de la Défense, Edmond Kamgia, le ministre à la fin, c'était une réunion à huis clos, il faut le préciser, mais à la fin quand même le ministre s'est confié notamment au quotidien gouvernemental, Cameroun Tribune et puis à la radio nationale. Il a estimé qu'il ne fallait pas jeter l'anathème sur les forces de défense aujourd'hui qui faisaient leur travail avec la responsabilité, des forces de défense qu'il a d'ailleurs félicité. Il a regretté qu'on n'ait pas assez parlé, qu'on n'ait pas du tout parlé même de ces personnes, ces soldats qui ont été blessés et qui sont internés. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette sortie du ministre de la Défense cette semaine à Buea? Le ministre délégué à la Défense, chargé de la Défense, il est dans son rôle, Betty Assoumou. Et c'est bien qu'il soit descendu sur le terrain pour voir de près, évaluer la situation et se rendre compte de ce qui s'est effectivement passé. Et puis, c'est vrai que la presse n'a pas beaucoup parlé des blessés au niveau des forces de sécurité. On a beaucoup parlé des blessés concernant les populations uniquement. Ça, c'est juste un angle, une manière de percevoir le problème. C'est vrai que ça a été le cas, mais en même temps, je dois dire ici, que ce soit dans les médias écrits, l'audiovisuel et sur les débats comme sur le plateau ici, le 1er octobre, nous avons félicité au début, lorsque les populations marchaient sous l'encadrement des forces de sécurité, tant qu'il n'y avait pas de dérive, tant qu'il n'y avait pas de bavure, on les a félicités. Mais par la suite, on s'est rendu compte qu'il y a eu quand même quelques situations regrettables, que tout le monde regrette, y compris le ministre lui-même. Mais je dois dire ici, par-dessus tout, je pense qu'il faut tirer les leçons de tout ce qui s'est passé. Et pour une fois, je pense qu'on a eu la preuve que dans notre pays, de 20 ans, 30 ans après, on a la preuve que les forces de l'ordre ou les forces de défense et de sécurité sont capables d'encadrer les manifestations. C'est possible. Mais maintenant, il faudra faire en sorte qu'il n'y ait pas peut-être des extrémistes tapis dans l'ombre ou des gens qui vont créer des problèmes et encourager, favoriser les bavures. C'est ce qu'il faut regretter.
Docteur Bougan, vous pensez qu'on a très vite pointé du doigt sur ces forces de l'ordre lors des dernières manifestations le 22 septembre et le 1er octobre. On a beaucoup entendu vraiment les exactions commises par les forces de l'ordre, les sociétés civiles en a parlé, l'opinion publique aussi. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on s'est précipité de tirer ces conclusions-là? Oui, rassurez-vous, Bertine. Ceux qui, dans le monde, qui profitent du terrorisme, cherchent dans tous les coins et recoins des zones fragiles dans lesquelles ils peuvent pénétrer, déstabiliser, créer le désordre pour faire leur sale besoin. Et n'eût été la présence de nos forces de l'ordre, dans le nord-ouest et le sud-ouest, ces régions seraient invivables actuellement. Donc je crois que pendant qu'il y avait cette manifestation, moi, suivant les informations que j'ai vu des manifestants marcher avec l'arbre de la paix. Oui. Je suis Bamileke, excusez-moi. L'arbre de la paix signifie qu'on veut la paix. Et les forces de l'ordre marchaient à côté d'eux pour dire que nous aussi on veut la paix. Ils ont marché ensemble. Mais sachez qu'à côté des manifestants pacifiques, il y avait des terroristes qui voulaient absolument proclamer l'indépendance et qui ont voulu se faire entendre. Face à ces terroristes qui ont voulu déstabiliser, qui ont voulu porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, l'armée était obligée de protéger l'intégrité, de protéger les personnes et les biens. C'est pour cela qu'il y a eu tous les blessés que vous avez vus là. Peut-être y a-t-il eu des dégâts collatéraux, mais il faut mettre ça au compte de ceux qui sont venus provoquer l'armée. Parce que l'armée a une mission. C'est de ne pas permettre que quelqu'un d'autre ait le monopole de la force légitime. Oui, moi je voudrais très sincèrement rendre un vibrant hommage à nos forces de défense qui déjà depuis, je crois, deux ans et plus, s'illustrent dans la défense de l'intégrité territoriale du pays dans sa zone septentrionale. Mais qui, une fois de plus, vient de démontrer, à travers cette crise anglophone, qu'elle est véritablement devenue professionnelle. Monsieur le bâtonnier, les temps ont vraiment changé. J'ai constaté que les temps ont changé avec notre armée, avec nos forces de police. Vous ne pouvez pas, c'était inimaginable, jusqu'à très récemment, que des individus rentrent dans une gendarmerie, se permettent de toucher au drapeau du Cameroun, le descendent et tentent de hisser un autre drapeau sans qu'on ne leur tire dessus. C'est ce qui s'est passé. J'ai vu des images à Manfé, à Mancon, partout dans les brigades de gendarmerie. Ils sont restés sereins. Ils ont pris des coups. Mais ils sont restés sereins. S'il y a eu quelques dérapages, c'était simplement parce qu'à un moment donné, l'armée et les forces de défense et de police doivent prendre leurs responsabilités dans la protection des citoyens et de leurs biens. Ça, il faut le dire clairement. À l'heure où je vous parle, à la garnison militaire de Yaoundé, de nombreux policiers, militaires et gendarmes sont en train d'être soignés du fait de ces événements du 21 octobre dernier. Donc c'est le lieu aussi ici de leur rendre un vibrant hommage et le ministre de la Défense avait pleinement raison. Le ministre de la Défense, oui. Avait raison de dire qu'on n'en a pas véritablement parlé. Oui. Parce que si cette armée ne s'était pas professionnalisée entre-temps, on aurait eu plus de morts que ça. Parce qu'il s'est passé des choses horribles. Et je voudrais vous faire remarquer que il y a quelques jours, certains responsables de l'armée camerounaise ont commencé eux-mêmes à procéder au dialogue dans les différentes zones où ils travaillent. Moi, j'ai vu une image qui m'est parvenue dans ma boîte où des officiers supérieurs de l'armée se sont retrouvés à Manfé dans la résidence des chefs traditionnels où ils ont rassemblé la population pour parler avec eux. Et ils ont même partagé un repas ensemble. Je crois que ça, c'est à féliciter. Maître Charchon, sur cette sortie du ministre, cette réunion de sécurité à Buea. Écoutez, moi je pense que le ministre Betty Assomo est un des membres du gouvernement qui justement a fait du dialogue un de ses instruments de gestion. Et je crois qu'il faut vraiment le féliciter parce que c'est le ministre qui, en fait, de manière très professionnelle, communique le plus dans tout ce qui se passe dans l'armée. Je voulais vous citer un seul exemple pour ne pas encombrer le temps de votre émission. Lorsque ce navire militaire
n'est-ce pas, a coulé. Immédiatement. Immédiatement, il a fait un communiqué pour annoncer le nombre de morts et le nombre de disparus. Alors que la pratique habituelle, c'est pour ça que quand je disais que les temps ont bien changé, moi j'ai acquiescé. Donc ça veut dire qu'en fait, il a évité que la rumeur c'est ça. Parce qu'avant, on se taisait. On dit, est-ce qu'on doit parler? Est-ce qu'on ne doit pas parler? Lui, il a choisi la transparence et ça paye. La seconde observation que je voulais faire pour éviter encore une confusion que j'ai observée, c'est que les forces de troisième catégorie ne sont pas sorties. Voilà, effectivement. Il n'y a que les forces de première et de seconde catégorie qui sont sorties. Pour vos téléspectateurs, il s'agit des policiers et des gendarmes. Donc, l'armée n'est pas intervenue lors de ces manifestations. Et ça, il faut le mettre au crédit du ministre de la Défense. Parce que ce n'est pas faute d'avoir été sollicité. Je ne voulais pas trahir des conversations privées. Mais je peux vous dire, comme ça, de manière subliminale, qu'il s'est opposé. Et même vous savez qu'il y avait des manifestants qui étaient armés. Il s'est opposé. Qui tiraient. Non, mais il s'est opposé. Il y avait des manifestants qui étaient armés. Sortent. Et il a même cité l'exemple de la Catalogne pour dire vous pouvez, si vous voulez encadrer, vous pouvez le faire. Donc, c'est dire que c'est une excellente chose qu'il soit descendu lui-même également sur le terrain, en l'annonçant d'avance. Comme pour dire je viens. Oui, l'annoncer. Et ce qui est important, c'est le lieu de le souligner. On a dans l'émotion privilégié les pertes civiles aux pertes militaires, aux pertes de nos forces de défense. Les gendarmeries ont été brûlées, les commissariats, des véhicules. C'est le lieu ici. Complètement. Mieux vaut tard que jamais de leur rendre hommage et de leur souhaiter, n'est-ce pas, bon établissement. Donc, je pense que la relation entre le citoyen et nos forces de défense et de sécurité n'a pas beaucoup souffert de cette crise. Ce sont les pyromanes qui mettent le feu. Et ceux qui mettent le feu à cette crise-là, c'est les politiques. C'est les gouvernants. Ceux qu'on envoie là-bas pour mettre le feu, et après on veut reprocher à nos forces de sécurité d'avoir protégé nos frontières, d'avoir protégé nos biens, d'avoir protégé, n'est-ce pas, parfois nos vies. Donc il faut que chacun joue son rôle. C'est une grande partition. Si chacun jouait son rôle, on n'en serait pas là. Quand je vous parlais avec beaucoup d'émotion de cette enquête de mutation sur le déplacé à l'intérieur d'un pays qui n'a pas de problème, c'est quand même extrêmement grave. Voyez-vous, le système scolaire anglophone, le nombre de la transhumance que j'ai observé d'enfants de francophones partant de Bouya et de Bamenda vers les régions francophones, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est généralement les enfants des gens bien. Oui. Hein? Comme disait Morton, des gens bien de là-bas. Les gens bien de là-bas. Donc en fait, ils sont parfaitement conscients de la qualité de ce système éducatif. Pourquoi ne pas, n'est-ce pas, transposer tout ça au plan national? Ce qui est bon là-bas, il faut qu'on le prenne. Et je suis de ceux qui considèrent que le système judiciaire anglo-saxon est meilleur que le système judiciaire francophone. Donc ça, il faut le transposer chez nous. Et puis le Cameroun se portera mieux. Alors, on annonce... La seule peur, c'est le mettre entre... Absolument. Alors, le ministre annonce également une enquête de ce côté-là, une enquête pour faire le point de la situation. Edmond Kamga, c'est une enquête qui est importante aujourd'hui pour dégager vraiment les responsabilités, peut-être faire un bilan. On a entendu beaucoup de choses, le ministre m'est revenu sur ces chiffres qu'il avait entendus, sur le nombre de morts, ces chiffres sur... Alors, il annonce une enquête, c'est une enquête qui vous semble importante aujourd'hui, indispensable. Je pense que le ministre, il a pris la question par le bon bout. Il faut une enquête. Il faut qu'on sache effectivement combien de morts il y a eu, combien de blessés il y a eu, où est-ce que ça s'est passé. Il faut qu'il continue, Betty Assoma, il faut qu'il continue avec cette transparence qu'il a annoncée depuis qu'il est à la tête de ce ministère, de ce département ministériel. Je pense que c'est une bonne chose. Nous ne pouvons que l'encourager dans ce sens-là. Maître Bonga, sur cette enquête-là, qu'est-ce qu'on peut Oui, entendre? vous savez que les trois flux qui traversent un système et qui permettent de prendre de bonnes décisions, il y a l'information, la matière et l'énergie. La bonne information. Lorsque vous avez la bonne information, vous avez 75%, voire même 90% de la solution qui est déjà là. Donc le problème informationnel. Donc il y a eu aussi un problème de renseignement prévisionnel qui n'a pas beaucoup marché dans cette affaire. Dans l'information,
En fait, j'ai voulu dire en des termes simples ce que vous voulez dire de façon subtile. Alors, rapidement, puisque le temps passe très vite, on ira donc à l'étranger, déjà parler pour le Kenya et puis un mot sur la Côte d'Ivoire. D'abord sur ce rebondissement, on va l'appeler ainsi, au Kenya sur la présidentielle avec donc l'opposant Raila Odinga qui a décidé de jeter l'éponge. Je prends le temps. Comment est-ce qu'on peut, je commence à vous mettre puisque c'est vous, comment est-ce qu'on peut comprendre ce revirement de situation? Est-ce qu'il s'agit d'un revirement de situation ou bien c'était attendu? On pouvait attendre. Vous voulez répondre une seconde pour parler de sujet. Une seconde, oui. Je veux seulement citer une phrase que les Espagnols aiment bien. Ils disent un hombre sin information est un hombre sin opinion. C'est-à-dire qu'un homme qui n'a pas d'information est un homme qui ne peut pas émettre une opinion sur quelque chose. Donc je crois que j'ai tout dit. Pour revenir au Kenya, non, je considère que M. Odinga c'est un mauvais joueur. C'est un mauvais joueur. Il faut qu'il laisse, parce que c'est le chantage électoral. Voyez-vous, l'élection annulée est une élection qui de toute façon a été gagnée. Mais il se trouve que la commission électorale a commis 2 fautes. La première, c'est d'avoir fait filtrer les résultats avant de recevoir tous les bulletins. La seconde, c'est que son système informatique a été piraté. Et elle n'en a pas tenu compte, puisque le directeur du système informatique a été assassiné quelques semaines. C'est là-bas qu'il fallait arrêter cette opération et revoir tout le système. Elle ne l'a pas fait. C'est ça que la Cour suprême a sanctionné, malgré le fait que Kenyatta ait gagné avec près de 8 points d'écart. Donc par conséquent, le comportement de ce candidat, qui était très content d'avoir gagné l'annulation des élections, ça coûte très cher. Quand on a relancé l'élection, il n'a rien dit. Il a eu ses sondages qui le donnaient perdant. Et donc, pour rester dans l'histoire, il dit, bon, allez, moi, je ne vais plus. Moi, je trouve que les oppositions africaines doivent faire attention à la question électorale. En fait, c'est signe que c'est terminé. Edmond Kami, rapidement, le cas de Raila Odinga. Je pense qu'effectivement, Raila Odinga, en tout cas... Mauvais perdant. Je ne peux pas dire mauvais perdant. Lui aussi, il va entrer dans l'histoire. Et il va entrer par le bon bout. C'est-à-dire que c'est celui qui a eu la possibilité d'aller pour une seconde fois, parce qu'on a annulé le précédent, mais il estime que comme dans le passé, il y a eu toujours des tricheries, des fraudes. Comme il ne veut pas revivre une autre fraude, il préfère se retirer. Donc il sort à sa façon, par la grande porte. Mais en même temps, il faut dire ici que ça interroge, ça questionne, n'est-ce pas, les systèmes électoraux en Afrique. C'est-à-dire notamment les structures qui sont appelées à organiser les élections. Là-bas, cette commission électorale-là est vraiment au cœur de ce qui s'est passé, c'est-à-dire négativement. Parce que quand il dit qu'il n'y va plus, c'est parce que les changements que la Cour suprême a proposés à la commission électorale n'ont pas été faits. Au moment où Raila Odinga jette l'éponge, la commission électorale n'avait pas procédé à ces changements-là. Il était donc dans son droit de dire, je n'y vais plus. Non, la Cour suprême n'a pas proposé les changements. La Cour suprême a indiqué pourquoi elle annule dans son jugement volumineux. Mais parce qu'il y a eu des fautes. J'ai dit que la commission électorale n'a pas tenu compte de ces fautes pour l'organisation du prochain scrutin. Maintenant, pour la suite, il faut espérer que, parce qu'il y a un autre candidat à l'opposition qui a été proposé en remplacement. Espérons seulement que le 26 octobre prochain, les élections seront transparents. Ne seront plus... Kenyatta va gagner. Il va gagner probablement. Parce que celui qui remplace Odinga n'a pas le même aura. Je crois que Raila Odinga fait partie de ces hommes qui entretiennent de lèpre politique en Afrique. Parce que nous sommes un dimanche et on nous apprend dans la Bible qu'il ne faut jamais abandonner sans avoir atteint ses objectifs. Il faut être persévérant, il faut avoir de l'espérance et la foi. Il faut avoir la foi en la tolérance et l'humilité. Il n'a pas eu. Il est parti, mais il ne sait pas qu'entre-temps, nous autres, ici, là, au Cameroun, nous avons appris au moins une chose de cette élection. On peut avoir une justice qui ne soit pas phagocytée par l'exécutif, qui soit capable de dire, de prendre des décisions libres, de faire reprendre une élection avec un candidat président qui est là, qui aurait pu peser de tout son poids pour que la Cour de justice kenyane ne revienne pas sur ces élections. Donc je crois que c'est quelque chose à féliciter, mais je suis très déçu pour Raila Odinga parce qu'il aurait pu aller jusqu'au bout. Oui, un des mêmes maîtres, le professeur Jean-Louis Seller, dans son ouvrage Les partis politiques, qualifie les systèmes africains de systèmes en transition démocratique. Mais ça, c'est généralisé. Parce que les pays anglo-saxons, vous le voyez à travers cet exemple, ont une avance sur nous. Et je ne voudrais pas voir le petit jeu, mais je voudrais saluer chez Raila Odinga quand même cette hauteur d'avoir décidé de jeter l'éponge quand il a senti
quand il a senti que ça ne valait pas la peine d'avancer. Et c'est aussi ça, la démocratie, c'est-à-dire être persévérer. Oui, mais quand ça va se retirer aussi, c'est la démocratie. Ça va se retirer aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Tenant compte du passé, rappelez-vous, dans ce pays, il y a eu des violences. Bien sûr, bien sûr. C'est ce que peuvent faire ses partisans. Ils peuvent avoir des violences s'ils ne gagnent pas les élections. Mais comme on verra, Mais il n'a encore rien vu. vous verrez qu'il y aura des violences. Malgré ce retrait. Malgré ce retrait. Merci à vous, chers messieurs, d'être venus. On ne parlera pas de la Côte d'Ivoire. Ce sera pour une autre édition, puisqu'on me fait signe que le temps est terminé. C'est dommage. Nous reviendrons là-dessus, certainement. Merci à vous d'être venus. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce dimanche. Bon dimanche à tous.